Et maintenant, occupons-nous, si vous le voulez bien, des partenariats publics-privés. Bon, généralement, on en fait l'éloge. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont vertueux. De cette hybridation, normalement, il y a quelque chose de tout à fait inattendu et une efficacité magnifique qui sort de tout cela. Mais parfois, les espoirs s'impatientent. Prenons un cas, si vous le voulez bien. Emmanuelle Quiles, la présidente de Janssen France, mais également présidente du programme d'intelligence artificielle et santé au comité stratégique de filière, va se pencher avec son invité sur le cas qui a été évoqué ici du Health Data Hub. Health Data Hub, voyons, c'est d'abord une appellation anglaise. C'est aussi une ambition exceptionnelle. Et c'est aussi peut-être un mikado encore trop français. Emmanuelle. Bonjour, merci Monsieur Battelet et bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de pouvoir vous rejoindre et d'avoir notre invité exceptionnel aujourd'hui, Stéphanie Combe, avec qui on va pouvoir partager. C'est vrai, comme vous l'avez dit, on est absolument convaincus, qu'on soit du côté industrie ou État, que le seul succès possible, en fait, c'est la collaboration et les partenariats publics-privés pour renforcer la compétitivité et l'attractivité dans le domaine des data pour la santé. Alors effectivement, il y a une ambition très forte avec le Health Data Hub, une initiative publique comme celle-là, elle doit permettre un accès effectif aux données, elle doit permettre de les valoriser, tout ça pour le bien du soin et de la recherche. Donc ce que je vous propose, c'est probablement qu'on demande à Stéphanie Combe, avant de rentrer dans le vif du sujet, de faire peut-être un état des lieux sur la situation du projet Health Data Hub, nous préciser si la pandémie a permis d'accélérer en fait un certain nombre de projets. Je pense que la réponse est oui, parce qu'on a vu qu'un certain nombre de données avaient été versées au Health Data Hub durant cette période. Et puis nous rappeler les 2-3 enjeux prioritaires pour elle pour 2021. Donc effectivement, le Health Data Hub, c'est une structure qui vise à accompagner les projets qui réutilisent des données de santé à des fins de projets d'intérêt public. Donc l'idée, c'est d'améliorer la qualité des soins ou l'accompagnement des patients en réutilisant des données de santé dans un cadre très précis. La réglementation française est très claire en la matière et comme vous le savez, il y a également le RGPD. Donc il existait déjà l'Institut national des données de santé qui a été remplacé par le Health Data Hub. L'ambition, c'était d'aller plus loin dans les missions de cet institut qui faisait déjà un accompagnement plus administratif des projets. Et l'ambition du Health Data Hub, c'est de permettre de croiser et de réunir des grosses masses de données à l'intérieur d'une plateforme technologique pour permettre le développement d'usages innovants. Donc en 2020, on a pu mettre en place un certain nombre d'actions. On a mis en place la première version de la plateforme technologique et comme vous le disiez, on partage d'ores et déjà des premières données relatives à l'épidémie de Covid, notamment des données de l'assurance maladie et d'établissements de santé, le SNDS dit Fast Track qui a pu remonter plus rapidement pendant notamment les premiers confinements et les données de passage aux urgences de Santé publique France et l'ambition, c'est d'élargir ce catalogue de données à beaucoup d'autres sources relatives à l'épidémie et plus généralement à d'autres pathologies. On accompagne aujourd'hui 40 projets, on a une vingtaine de projets qui ont été sélectionnés par appel à projets et une petite dizaine d'autres qui sont des projets institutionnels qui ont été mis en place dès la préfiguration du Health Data Hub et une dizaine de projets relatifs à l'épidémie. Un quart de ces projets sont déjà autorisés par la CNIL et vont pouvoir démarrer très rapidement. On est sur des projets de recherche, donc nécessairement les délais de mise en place de ces projets sont quand même un petit peu longs et c'est souvent des projets ambitieux avec l'idée de réunir plusieurs bases de données pour un même projet. On a organisé aussi... Pour interrompre, Stéphanie, juste une petite question par rapport au sujet appel à projet. On dit qu'on est très ambitieux avec le Health Data, mais pourquoi est-ce que finalement on avance toujours par appel à projet? Et est-ce que c'est vraiment une façon de soutenir une stratégie d'accélération de la santé numérique? Alors, dans le cadre du Health Data Hub, notre idée avec les appels à projets, c'était vraiment de construire les services du Hub qui n'existaient pas à partir de projets très concrets. Donc, vraiment s'appuyer sur des équipes de terrain. Et notre premier appel à projet a permis de sélectionner 10 équipes qui sont assez représentatives de l'écosystème de la donnée de santé avec des agences sanitaires, des équipes de recherche académique, des industriels et des jeux de données mobilisés très différents. Et donc, on avait cette volonté de construire des services
services qui ne soient pas hors sol par rapport aux besoins de l'écosystème. Après, d'une manière générale, ça peut aussi être une manière d'accélérer des activités qui nous semblent prioritaires. Donc en 2020, on a fait un appel à projet avec Olivier Clatz sur l'intelligence artificielle et la santé. Et là, on a sélectionné beaucoup de projets relatifs à l'imagerie notamment. Après, c'est sûr que ce n'est pas un instrument qui permet de construire une politique publique de la donnée de santé pérenne et que ça doit s'accompagner d'une réflexion sur les bases de données prioritaires, leur financement à long terme et d'une manière générale sur les produits industriels, les innovations qui pourront être développées à partir de ces données-là et leur accès au marché. Okay, merci. Désolée de vous avoir interrompu. Non, pas de problème. Et peut-être pour compléter du coup sur les activités plus relatives à notre mission de fédération de l'écosystème, on a pu organiser un colloque avec le ministère et Olivier Clatz à nouveau sur le grand défi intelligence artificielle et santé. Notre ambition, c'est d'essayer de diffuser une culture de la donnée de santé. On voit que c'est un sujet qui est encore très abstrait, mais il est essentiel de bien comprendre pourquoi on doit réutiliser les données de santé pour faire avancer la médecine, par exemple. Et on a organisé un data challenge avec la Société française de pathologie et une Winter School en début d'année avec des intervenants de renommée internationale qui sont venus donner des cours en IA et santé à plus de 300 participants. Donc on voit que même sur un sujet qui est quand même aujourd'hui très technique, très pointu, on arrive à fédérer un certain nombre d'acteurs en France et à l'international. Et peut-être dernière action clé de 2020, la mise en place d'une direction citoyenne. On est sur un projet qui est d'une grande sensibilité puisqu'on vise à faciliter l'accès à des données personnelles de santé. Alors certes, elles ne sont pas nominatives, elles sont très sécurisées. Ça n'en reste pas moins des données personnelles. Il faut avoir apporté beaucoup de garanties pour leur traitement, beaucoup de transparence aux citoyens avec les listes des projets, le partage de résultats. Et il faut expliquer aussi pourquoi c'est très important d'utiliser ces données pour développer les services numériques de demain, par exemple ceux qui seront trouvés dans l'espace numérique du citoyen ou dans les bouquets de services aux professionnels de santé. Alors, vous m'avez demandé si on avait pu accélérer quelques projets avec la crise sanitaire. C'est vrai que par rapport aux premiers projets qu'on accompagne, on est allé beaucoup plus vite sur la mise en place, l'accompagnement de projets relatifs à l'épidémie, évidemment dans le contexte de crise dans lequel on s'est trouvé comme tout le monde. Et on a déjà 3 projets qui sont sur le point de démarrer, qui ont eu leur autorisation CNIL, que je peux vous citer en exemple. Un projet autour des patients atteints d'apnée du sommeil. Alors, pourquoi cette pathologie? Parce qu'elle est souvent associée à beaucoup d'autres pathologies et donc ça en fait une population fragile vis-à-vis du Covid. Et c'est une start-up qui s'appelle Semeia et qui travaille avec une chaire d'intelligence artificielle de Grenoble qui conduit des travaux à ce sujet-là. On a un autre projet qui est très intéressant, qui est porté par la start-up Clinitix, qui vise à étudier les parcours de soins des personnes qui sont passées en réanimation pour le Covid, parce qu'on s'est beaucoup intéressé au sujet d'hospitalisation, mais il faudra aussi instruire les parcours dans la durée et les consommations de soins de ces patients qui sont quand même passés par la case réanimation. Et on a un troisième projet qui porte cette fois-ci sur la prise en charge des patientes atteintes de cancer du sein, qui est conduit par Quantmetry avec l'ICANS. Et là, l'idée, c'est d'essayer d'évaluer comment s'est passée la prise en charge de ces patientes-là, notamment pendant le confinement. Vous me demandiez également nos priorités pour 2021. Donc, comme on est une structure toute jeune, l'ambition, ça va être de continuer sur la mise en place de cette structure qui fait aujourd'hui une 50aine de personnes, continuer à industrialiser tout ce suivi des projets de bout en bout. On voit que les projets sont tous complexes et spécifiques. L'ambition, c'est d'essayer d'industrialiser au maximum l'accompagnement pour passer à l'échelle, la mise en œuvre de ce catalogue, donc du partage effectif de données dans le hub au-delà de l'épidémie. Ça passera par des partenariats stratégiques avec des acteurs comme l'assurance maladie, bien sûr, qui est un partenaire clé du dispositif, l'INSERM, les établissements de santé. Un chantier, comme vous ne pouvez pas l'ignorer, autour de la plateforme technologique, les infrastructures, les chantiers de cybersécurité, de souveraineté, de réversibilité qui nous occupent, et la partie engagement citoyen sur laquelle on continue de construire pour les raisons que j'évoquais précédemment.
Donc énormément de projets, merci beaucoup Stéphanie. J'étais ravie de voir aussi que le catalogue allait s'étoffer dans les mois à venir, hein, avec la base nationale sur les maladies rares. Également j'ai vu ESME pour le cancer du sein métastatique. Donc beaucoup de beaux projets et j'espère qu'ils vont attirer les industries peut-être un peu plus grosses, parce que vous avez parlé beaucoup de start-up, mais c'est vrai que beaucoup de laboratoires aussi seraient très intéressés pour pouvoir faire des analyses. Et ça sera peut-être ma deuxième question. Aujourd'hui l'accès aux données, ça reste une démarche administrative qui est lourde, assez longue, hein, auprès de la CNIL, auprès de l'assurance maladie. On doit signer des contrats, on doit faire valider des demandes d'autorisation. C'est un peu le parcours du combattant. Dans mon entreprise, je peux donner des exemples, hein. Souvent on prend un retard très important, 6 mois, voire 1 an. Et on se demande parfois si nos analyses sont encore pertinentes, parce que finalement on travaille sur des données qui sont assez anciennes. Donc mes équipes qui ont tendance à dire parfois le projet il est déjà périmé avant d'avoir commencé. Donc moi j'aurais une question peut-être un peu pertinente, mais je vous demanderais c'est quoi les ingrédients en fait de succès pour ces partenariats public-privé? Est-ce que vous avez des petits trucs à nous donner pour accélérer nos projets? Alors, je pense que sur la partie accès aux données, le problème est bien identifié depuis plusieurs années. La mise en place du Health Data Hub et la loi de 2019 qui le crée travaille véritablement à améliorer ça, même si j'ai bien conscience, et je ne vais pas vous contredire, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment sur tout ce qui est appariement de sources de données qui peut prendre des années, et pour autant qu'il y a un potentiel considérable. Donc, tout le monde va chercher à apparier des registres, par exemple, de suivi des dispositifs médicaux avec des données de l'assurance maladie pour regarder le suivi des patients plutôt que faire un recueil de données ad hoc. Un autre frein sur lequel je pense que l'enjeu est majeur d'avancer vite, c'est celui de la contractualisation, notamment dans les partenariats publics-privés, c'est-à-dire clarifier les modalités concrètes du partage de données quand on y a accès. Donc, c'est-à-dire post-autorisation CNIL même. Et là, ce dont on a besoin, c'est d'être très clair sur un premier élément qui est que les données de santé n'appartiennent à personne dans la réglementation française, pas aux établissements de santé ou aux professionnels de santé ou même aux équipes privées qui pourraient les agréger. Néanmoins, ce n'est pas pour autant que le partage ne doit pas prendre en considération l'effort qui est fait pour réunir une base de données de santé qui est souvent considérable, en particulier pour des grosses bases de recherche. Vous avez évoqué ESME, c'est des investissements énormes qui sont mis dans une telle base pour avoir le niveau de qualité requis. Et là, du coup, il faut qu'on soit très clair dans les conditions de réutilisation des données, à la fois sur la valorisation scientifique des équipes à l'origine des bases, mais aussi sur les tarifications qui peuvent être mises en place pour accéder aux données. Et c'est d'ailleurs un sujet sur lequel nous, on travaille en lien avec le CSF, qui avait un groupe de travail précisément sur ce sujet de la tarification. La difficulté en France, c'est qu'on a un double sujet de financement qui n'est pas simple, à la fois que les bases de données de santé, elles n'ont pas forcément un financement pérenne, et en plus de ça, on a une mécanique de points qui permettent d'obtenir des financements par le biais des publications, qui entretient un peu le réflexe propriétaire des acteurs qui ont dû réaliser un certain nombre d'efforts pour réunir les données. On est assez loin du modèle anglais, par exemple, avec UK Biobank, qui a son financement pérenne, qui est une base ouverte et qui permet de publier des articles par dizaines dans Nature sans avoir de réflexe propriétaire des acteurs qui sont à l'origine de la base de données. Mais c'est normal parce qu'ils n'ont pas à se soucier pour leur notoriété scientifique ou pour leur financement d'être co-auteurs. Donc là-dessus, je pense qu'il y a un vrai travail à faire auquel le hub peut être partie prenante, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans les négociations avec les partenaires pressentis du catalogue, mais qui doit aller beaucoup plus loin au niveau des ministères pour inverser un petit peu la philosophie, avoir une politique publique de la donnée de santé claire en termes de financement sur les bases prioritaires et d'être parfaitement aligné avec la démarche science ouverte, qui est d'ailleurs portée par la ministre de la Recherche, mais qui s'installe de manière très forte au niveau international et qui va vers une ouverture des données et non pas la fermeture qu'on observe quand même aujourd'hui de manière significative en France dans l'écosystème des données de santé. Merci beaucoup Stéphanie, je crois que le temps qui nous était imparti est atteint. Merci beaucoup, ça nous fait très plaisir de voir que le HDH avance bien. Il y a encore beaucoup de challenges, vous le savez, ça a été évoqué ce matin par l'ensemble des intervenants. On ne peut que le souligner. On apprécie beaucoup votre dynamisme pour faire avancer les choses. Il faut que vous sachiez que le CSF, Industrie et Technologie de Santé, sera toujours là en soutien du HDH. Pour nous, c'est essentiel que ces partenariats
puisse voir le jour. Et on est prêt à collaborer. On est persuadé qu'on a tous les ingrédients en France pour créer cet écosystème de référence autour des données de santé. Et il faut qu'on continue à le faire accélérer très vite avec l'ensemble de nos moyens. Donc merci beaucoup.